Je crois que c'est le moment alors aujourd'hui de pouvoir négocier avec des partenaires fiables. L'autre stratégie pour la décentralisation, c'est le partenariat sud-sud. Et ça fait plus de 60 ans qu'on connaît qu'au Burundi, il y a le minerai. Mais avec l'absence de l'énergie, c'est impossible de pouvoir exploiter et faire des industries au niveau du nickel au Burundi. Il faut que l'Afrique puisse se réunir, puisse effectivement avoir des ambitions communes, défendables au niveau des continents européens, au niveau des pays comme les États-Unis. Pourquoi en fait la monnaie burundaise ou africaine continue à perdre la valeur? C'est parce que la population locale, la population africaine n'a pas confiance à la monnaie locale. Maintenant que vous décidez de pouvoir imposer à concurrence de 50% les droits de douane, ce pourcentage-là sera à rajouter et sera payé par le consommateur, par le citoyen américain. Bonjour, docteur Diomède Anderes. Vous êtes expert en sciences économiques, leadership et management des organisations du Burundi. D'abord, pouvez-vous nous présenter l'impact des droits de douane de l'administration Trump? Alors, sa politique change du jour au lendemain. La dernière en date, le 9 avril, c'est une suspension de 90 jours des droits de douane pour la plupart des pays, mais une taxe douanière de 10% appliquée en attendant. Comment évaluez-vous l'impact des droits de douane américains pour le Burundi et l'Afrique en général? Merci pour la question. Ces mesures ont un impact négatif, et bien évidemment, parce que ça va affecter plusieurs domaines, notamment pour l'Afrique, c'est notamment la matière première. Vous savez que l'Afrique exportait beaucoup plus la matière première. Donc, les pays africains comme les autos, comme le Kenya, le Maroc, on constate déjà qu'il y a un impact négatif au niveau des exportations. Il faut aussi considérer le chômage. Je pense que c'est le rapport d'avril, plus de 12 000 emplois qui travaillaient dans le vêtement. Pour le cas du Burundi, bien évidemment, on n'a pas beaucoup de choses à exporter en Amérique, mais quand même, on avait des coopérations depuis des années où les Américains venaient investir au Burundi. L'Amérique, effectivement, ne produisait pas beaucoup de produits. C'est un pays importateur. C'est un pays importateur des produits de la matière première, des textiles et des produits manufacturés. Effectivement, le pouvoir d'achat des Américains vont être diminués. Ça, c'est un impact négatif, et même pour les Américains, parce qu'effectivement, ils achetaient des choses moins chères. Maintenant qu'on va imposer les droits de douane aux Américains, aux derniers consommateurs, c'est le consommateur qui va payer, c'est le consommateur américain. Donc, les droits de douane tels qu'envisagés par Trump ne vont pas nécessairement impacter négativement les Africains ou les Chinois ou les Européens, mais ça va impacter nécessairement les Américains. D'ailleurs, aujourd'hui, même la cotation à la bourse, maintenant, ça commence à poser des problèmes. Donc, il y a beaucoup d'impact. Je pense que ce sont des mesures qui seront probablement à revues et adaptées et s'aligner à la réalité. Mais dans la réalité, effectivement, on constate que, quels que soient les États-Unis, quels que soient les pays africains, quelle que soit l'Union européenne, la perte est énorme. OK. Et ce tarif douanier général de 10% est contradictoire à l'AGOA, African Growth and Opportunity Act. C'est un programme américain qui permet à des pays africains d'exporter des produits vers les États-Unis sans droit de douane. Peut-on dire maintenant que l'AGOA est moribonde dans son ensemble, alors que dans votre pays, le Burundi, c'était exclu de ce programme américain depuis 2015, donc cette mort est déjà actée il y a bien 10 ans. Oui, bien évidemment. Là, c'est tout à fait avec la GOA. D'abord, c'est une convention. Même avant, même la mesure de Trump qui vient d'arriver, le Burundi, depuis 2015, ne participait pas dans ces histoires de la GOA parce qu'il y avait la problématique de la démocratie, le droit de l'homme. C'était un pays qui était accusé de non-respect des droits de l'homme. Alors, il avait pris ces mesures. Donc, mais à part ça, il y avait aussi le Rwanda. Et voilà, il y a beaucoup de pays. Donc, le constat est qu'effectivement, l'abord, effectivement, c'est pas normal qu'effectivement, du jour au lendemain, on se lève le matin, on dit alors nous décidons pour rompre une convention. Et effectivement,
le cadre légal, il y a les infrastructures qu'on construise pour exporter. Là, je vois des pays qui sont en train de souffrir. Donc, je crois que, voilà, je crois que c'est aussi, ça fait partie des mesures qui n'est pas bonne pour l'Afrique, mais aussi pour le Burundi. Et je pense qu'effectivement, ça fait partie de l'impact de ces différentes conventions que les Africains avaient effectivement signées avec les États-Unis. Là, l'Amérique, ce qu'il va perdre, c'est parce que au niveau de l'influence politique, ça ne va pas continuer. Et les gens vont tourner vers d'autres raisons de distribution, notamment la Chine, notamment l'Union européenne, notamment même au niveau interne. Je crois que c'est important de comprendre que la violation des accords de Doha est une menace pour les Africains, parce qu'effectivement, les Africains commencent à espérer, à produire et à vendre aux Américains, parce qu'effectivement, le pouvoir d'achat des Américains est un peu élevé. Déjà, préfèrent aller vendre en Amérique parce que le pouvoir d'achat des Américains était très élevé par rapport aux autres pays. Maintenant que le pouvoir d'achat des Américains seront réduits dans le cadre de la loi, probablement que l'Afrique va pouvoir effectivement faire des conventions avec d'autres continents, les continents comme l'Asie, comme la Chine, comme l'Union européenne. Donc, de tous les points de vue, on constate qu'on ne doit jamais violer une convention qui a été signée, surtout que ça augure l'espoir dans tous les sens. D'accord. Et vous avez souligné que c'est dans les moments de crise que naissent les vraies solutions. Donc, face à cette imprévisibilité américaine, quelle est la meilleure stratégie pour l'Afrique? Doit-elle davantage diversifier ses partenaires, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ou bien accélérer l'intégration continentale avec la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf? Bon, d'abord, effectivement, c'est dans les moments difficiles où les gens commencent à réfléchir. Donc, la ligne de mire entre l'Afrique et les États-Unis est terminée. La ligne de mire entre l'Afrique et même l'Union européenne est retirée. L'Africain doit être à mesure de pouvoir faire face aux défis de l'industrialisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que l'Afrique doit pouvoir améliorer le cadre d'échange continental africain. Donc, le commerce intra-africain, c'est tout à fait normal. Deuxièmement, il faut que l'Afrique puisse diversifier les marchés d'exportation. C'est important parce que on doit toujours compter sur les États-Unis, sur voilà, on doit toujours être à mesure de produire au niveau interne et de transformer au niveau interne. L'Afrique doit pouvoir produire un modèle tel que la Chine, parce que la Chine a réussi, par exemple. On produit, au lieu de vendre les matières premières, l'Afrique doit pouvoir être à mesure de transformer les ressources, la matière première, pour pouvoir vendre les produits finis. Et je crois que c'est le moment, alors, aujourd'hui, de pouvoir négocier avec des partenaires fiables, des partenaires qui respectent la volonté des citoyens africains ou européens, je ne sais pas. Mais je crois que c'est la stratégie que l'Afrique doit faire. La troisième stratégie, c'est la renégociation des accords commerciaux bilatéraux. Il faut engager la négociation avec la Chine et avec d'autres partenaires commerciaux parce qu'il y a des partenaires qui voudraient bien effectivement investir en Afrique. Donc, il faut pouvoir aller dans ces négociations pour faire face à ce défi qui est là. Quatrième chose, c'est faire le plaidoyer à une exploitation des pays les plus vulnérables. Notamment, il faut effectivement tourner vers le Japon, d'autres pays. Voilà, et une autre stratégie, c'est de pouvoir renforcer la diplomatie. La diplomatie économique et la coopération internationale. L'Afrique doit pouvoir être à mesure de pouvoir s'engager résolument et aller au-delà de simples demander de crédit, de simples partenaires commander des services. L'Afrique doit pouvoir bouger et négocier et aller commencer l'homme, pas nécessairement aller en disparate comme on voit le Kenya, comme on voit le Maroc, et comme on voit d'autres pays qui négocient sans toutefois être en continent. C'est le moment de pouvoir renforcer les structures locales pour pouvoir aller effectivement négocier en organisation forte.
Et en fait, la Chine soutient toujours la modernisation de l'Afrique. Le président chinois Xi Jinping a déclaré lors du dernier sommet du FOCAC en 2024 à Beijing, il a dit, je le cite, sans la modernisation de l'Afrique et de la Chine, il n'y aura pas de modernisation mondiale, étant donné que Chinois et Africains représentent plus d'1 milliard d'habitants chacun. Mais pourtant, le Burundi illustre les défis de cette ambition avec une base industrielle fragile et une contribution industrielle faible au PIB. Par exemple, c'est environ 10% en 2022. Alors, monsieur, d'après vous, quelle stratégie industrielle est réaliste pour le Burundi et d'autres pays africains qui partagent les mêmes difficultés? Effectivement, je pense que c'est important de comprendre que ce qu'il a dit est très juste. Dans une économie, c'est toujours la consommation qui est très importante. Maintenant, effectivement, au moment où la Chine, comme l'Afrique, effectivement, c'est un pays en pleine croissance au niveau même de la démographie. Son marché, quels que soient les Américains, quels que soient les Européens, ne peuvent pas se passer effectivement de la Chine et du Burundi. Plutôt de l'Afrique et du Burundi comme pays africain. Alors, quel est le modèle? Le modèle de l'industrialisation, on comprend très bien que l'Africain ou l'Afrique, c'est un continent qui n'est pas exploité. Il faut que l'Afrique puisse effectivement copier le bon modèle de la Chine, de transformer localement la matière première et s'assurer qu'effectivement, ils font des ventes au niveau interne. Ça, c'est le modèle pour moi qui est plus acceptable et je crois qu'avec ça, il faut accélérer la zone de libre-échange continentale africaine, notamment avec l'histoire de l'ECAF. Parce que cela visait à créer un marché unique pour les biens et services, facilitant le commerce intra-africain. C'est avec ça que l'Afrique pourra effectivement être en mesure de produire au niveau interne et pouvoir vendre des produits finis. Parce que actuellement, il y a une certaine surexploitation des pays occidentaux comme les pays américains qui viennent prendre la matière première après qu'ils les transforment et qui les vendent à plus cher. Je crois que l'autre stratégie pour la décentralisation, c'est le partenariat Sud-Sud. Le partenariat Sud-Sud, collaborer avec les pays comme la Chine sur la technologie, sur les infrastructures. Parce qu'effectivement, l'Afrique aujourd'hui a des difficultés à pouvoir aller vers l'énergie et surtout vers l'infrastructure. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous avons le minerai qu'on appelle le nickel ici. Et ça fait plus de 60 ans qu'on connaît qu'au Burundi, il y a le minerai. Mais avec l'absence de l'énergie, c'est impossible de pouvoir exploiter et faire des industries au niveau du nickel au Burundi. Donc, si on n'a pas des infrastructures, si on n'a pas une énergie, je crois que l'Africain et le Burundi doivent pouvoir investir au niveau de l'énergie, au niveau des infrastructures. Mais les leaders doivent être en mesure de pouvoir identifier les priorités et notamment à effectivement continuer à développer l'agriculture. Parce qu'une grande partie de la population vit de l'agriculture et de l'élevage. En plus, bien évidemment, de l'énergie, en plus des infrastructures. Donc, il y a autant de modèles qu'il faut pouvoir adopter et notamment copier le bon modèle de la Chine. Parce que effectivement, nous avons une même histoire presque parce que avec la colonisation, l'Afrique n'a pas été développée et la Chine, avec le temps, a compris qu'il doit être renforcé. Il a été renforcé les capacités. Il a investi et maintenant aujourd'hui, il est le deuxième pays de puissance mondiale avec une croissance économique de 7 de 8%. Donc, il y a moyen de pouvoir copier le bon modèle de la Chine, tout effectivement en tournant vers l'Afrique au niveau interne et en essayant d'étendre la coopération avec les pays occidentaux. On ne dit pas qu'on doit absolument, avec la mesure de Trump, que l'Afrique doit pouvoir abandonner cela, mais il doit toujours continuer la négociation, mais tout en s'assurant qu'on est dans la bonne voie de négociation. En fait, tout à l'heure, vous avez souligné un point très important, c'est l'indépendance économique de l'Afrique et beaucoup d'économistes africains comme vous a déjà appelé à multi-reprises à cette indépendance. Et d'après vous, cette indépendance exige-t-elle de briser le modèle colonial, c'est-à-dire exportation des matières premières et importation de produits finis? Bon, oui, absolument. Mais bien évidemment, le modèle colonial est là. Il a fait ses preuves. On doit copier les bonnes pratiques, mais aussi capitaliser les nouvelles pratiques actuelles.
Je disais que pour que l'Afrique puisse être indépendante économiquement, il faut une indépendance. Il ne faut pas qu'il dépende toujours des matières premières. Donc, c'est vraiment le constat et nous devons absolument être à mesure de le dire à haute voix. Donc, la colonisation, les économies africaines ont été orientées vers l'exportation de ressources naturelles, notamment le coton, le thé, les minéraux, sans le développement industriel. Ce modèle a été perturbé après les indépendances parce qu'ils n'ont pas continué à pouvoir cultiver même les produits qu'ils avaient à faire. Je dois vous dire, par exemple, au Burundi, on avait autant de 30 000 tonnes de café qu'on exportait dans les pays européens. Mais aujourd'hui, avec le coton, ça marche plus au Burundi. Le thé, c'est vraiment la production est minime. Le café, c'est la même chose. Donc, alors que même, et puis on vend les produits bruts. On n'est pas à mesure de pouvoir transformer cette matière première. Donc, ce modèle-là de pouvoir exporter des produits bruts, matières premières brutes, je crois que ce modèle doit cesser et pouvoir transformer au niveau local. Ça, c'est vraiment l'idée et certains pays comme le Sénégal a commencé déjà. Je pense que d'autres pays pourront se réunir et pouvoir copier le bon modèle. C'est vrai, la richesse naturelle qu'on a n'est pas bien exploitée, mais il faut pouvoir identifier cette richesse naturelle. On aime dire que l'Afrique est riche en ressources minières, en ressources naturelles, mais il faut pouvoir être en mesure de pouvoir combien nous avons et pouvoir quantifier ce que nous avons comme matière première et finalement faire cette coopération avec des pays comme la Chine et comme les pays occidentaux et de pouvoir intéresser les investisseurs étrangers de venir investir au Burundi ou en Afrique ou au Burundi. Parce que le problème qu'on a, on n'a pas cette capacité aussi de pouvoir transformer la matière première. Nous devons absolument être en mesure de nous évaluer et de pouvoir importer et plutôt à rechercher l'expertise ailleurs, notamment la Chine, notamment la Turquie, notamment d'autres pays qui ont fait preuve de l'industrialisation, de la recherche de l'économie. Il y a certaines choses actuellement que l'Afrique doit pouvoir considérer et pouvoir capitaliser les atouts qu'on a parce que c'est un continent qui est très riche effectivement et qui est en pleine croissance démographique où on est une population trop jeune, une population très jeune. Ceci montre que si on compare avec d'autres continents, on voit que nous avons des potentialités énormes. Il suffit effectivement de pouvoir organiser ce travail et faire un leadership responsable et adopter la stratégie de redevabilité, d'intégrité qui nous manque beaucoup plus en Afrique. C'est vrai, nous acquisons les États-Unis ou d'autres continents qui nous ont colonisés, mais la plupart des fois, c'est nos responsables qui ne sont pas à mesure de pouvoir bien négocier. On voit que certains pays commencent à bien négocier. On voit le Rwanda, par exemple. Seulement, c'est qu'un seul pays va négocier, ne va jamais avoir des intérêts macro. Il faut que l'Afrique puisse se réunir et puisse effectivement avoir des ambitions communes, défendables au niveau des continents européens, au niveau des pays comme les États-Unis. Sinon, si un pays comme le Maroc et le Rwanda, l'Afrique du Sud vont négocier seuls dans ce cadre-là, ils ne vont jamais se développer. Et voilà. Donc, le modèle économique africain, l'indépendance économique dépendra effectivement de la stratégie mise en place et surtout de la reconnaissance des forces et des faiblesses pour pouvoir accélérer le levier essentiel de la transformation au niveau local. C'est à ce niveau que l'Afrique pourra être développée. Et dernière question concernant la monnaie. En Afrique de l'Ouest, on critique depuis très longtemps le franc CFA, mais au Burundi, vous avez votre propre monnaie, le franc burundais, mais elle perd souvent sa valeur. Donc, faut-il choisir entre souveraineté monétaire et stabilité? Je pense que d'abord, il faut comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y ait l'inflation au niveau de l'inflation. Il faut comprendre que c'est le déséquilibre entre l'offre et la demande. L'offre et la demande, tant qu'effectivement, au niveau du marché, nous n'avons pas de biens et services nécessaires et qu'on continue à produire de la monnaie,
Donc, il doit y avoir une inflation. Ce n'est pas qu'on a la souveraineté monétaire qu'effectivement, on va maîtriser l'inflation. L'inflation, c'est quand effectivement, sur le marché, il y a le déséquilibre. Maintenant, par exemple, nous n'avons pas des produits et des services équivalents à l'argent qu'on dispose. Donc, la dépréciation de la monnaie s'impose et surtout parce qu'effectivement, nous devons effectivement chercher des devises à l'étranger. Maintenant qu'au Burundi, par exemple, nous ne produisons pas suffisamment comme le thé, le café est au ralenti, on constate que les prix ont été augmentés de plus de 20%, de 30%. Il suffit de voir le carburant, par exemple, depuis 2020, le carburant a augmenté de plus de 50%. Et même ce carburant n'existait pas. Donc, l'inflation est automatique. Donc, du moment où il y a des équilibres entre l'importation et l'exportation, quelle que soit la souveraineté monétaire, ça ne va pas donner. Donc, voilà. Donc, je crois que ce qui est important pour le Burundi, c'est de pouvoir prendre des mesures, et même d'autres pays comme le Rwanda, comme d'autres pays africains, il faut qu'il y ait l'équilibre entre l'offre et la demande et améliorer les conditions socio-économiques. Pourquoi, en fait, la monnaie burundaise ou africaine continue à perdre la valeur? C'est parce que la population locale, la population africaine n'a pas confiance à la monnaie locale. Et quand il n'y a pas la confiance à la monnaie locale, effectivement, c'est-à-dire que les Africains continuent toujours à faire des réserves en devises, notamment en dollars ou en euros, parce que cette monnaie-là est stable. Et quand effectivement vous échangez la monnaie locale en monnaie étrangère ou en devise, c'est-à-dire que effectivement la monnaie va perdre la confiance. Donc la monnaie, la théorie de la valeur monétaire est toujours fondée sur la confiance en monnaie locale. Alors le franc CFA, effectivement, c'est vrai, il n'y a pas une indépendance économique parce qu'il dépend des instructions de la France, mais quand même, comme je le disais, le principal problème, c'est quand il y a les biens et les services équivalents à la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie restera forte. Donc, c'est voilà l'explication que je vais donner. Je pense que les gens comprennent très bien la différence entre la dépréciation de la monnaie et la dévaluation. La dépréciation, c'est quand chaque jour la monnaie continue à perdre la valeur, alors que la dévaluation, c'est là une mesure politique. Donc, je me dis que c'est à ce niveau qu'il faut plutôt aller vers ce contexte-là, la monnaie et pouvoir avoir des réserves, pouvoir importer moins et produire localement. C'est à ce niveau-là qu'on pourra avoir l'équilibre monétaire. Sinon, la souveraineté d'une monnaie, ça a été une théorie basée sur l'équilibre entre l'offre et la demande. Ok. En fait, tout à l'heure, vous avez dit que si l'administration Trump continue à imposer des droits de douane et souhaite faire revenir les industries dans leur propre sol, c'est-à-dire au sol des États-Unis, mais en fait, un peu comme l'Afrique, on ne peut pas fonder une usine et faire tourner cette usine et produire des textiles ou bien des électroménagers dans une année ou bien dans quelques années. En fait, la chaîne de production, la chaîne d'approvisionnement reste très long et aussi l'infrastructure, l'énergie qu'il faut pour faire tourner des usines, c'est aussi très important, mais les États-Unis en manquent cruellement. Donc, en fait, les États-Unis, pour réindustrialiser leur propre pays, c'est un peu comme l'Afrique aujourd'hui. Il faut prendre du temps. C'est une stratégie à long terme. En fait, il y a le déséquilibre au niveau économique, au niveau des États-Unis aussi. Ce sont des gens qui aiment bien consommer. Je crois que Trump, quand il avait pris la mesure, c'est juste pour empêcher les gens de pouvoir effectivement consommer beaucoup plus des produits et services étrangers. Il veut effectivement imposer un rythme de production locale. Mais malheureusement, comme vous le dites si bien, ça va prendre un peu de temps. Et là, et d'abord, il faut pas penser que la mesure de Trump, même sous mandat, avant le premier mandat, son premier mandat, il avait fait presque la même chose. Il avait pris certaines mesures pour certains produits, pour certains services, même pour la Chine et pour d'autres pays occidentaux. Ça n'a pas trop donné. Ça n'a pas trop donné parce que l'inflation a toujours continué. Donc, autrement dit, le temps de pouvoir attirer les investisseurs étrangers à pouvoir venir aux États-Unis pour l'implantation des usines, ça va prendre 3 ans, 2 ans, même 5 ans. Alors, son mandat sera vers la fin. Donc, ça, c'est pas ce que je veux dire. Ce qui est important, c'est de comprendre quand les gens font une réforme,
quand les gens envisagent une réforme, quel que soit Trump, quel que soit la Chine, quel que soit l'Europe, il faut toujours, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le bien-être des citoyens. Le bien-être des citoyens, c'est tout ce qu'on vise quand on fait la politique. La défense de la politique, c'est le bien-être de la population. Et alors, maintenant que vous décidez de pouvoir imposer à concurrence de 50% les droits de douane, ce pourcentage-là sera à rajouter et sera payé par le consommateur, par le citoyen américain. Quand vous imposez 10% de taxes, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui va payer. Alors, l'espoir ou la vision, le dream, le rêve américain, c'est de pouvoir rendre la population très riche et très... Voilà. Maintenant, quand on augmente les douanes, c'est-à-dire vous retirez le pouvoir d'achat des citoyens. C'est retirer le pouvoir d'achat. Alors maintenant, les Américains vont avoir effectivement la difficulté d'acheter certains produits qui venaient de la Chine, qui venaient de l'Afrique. D'ailleurs, il suffit de voir maintenant les manifestations sont toujours là pour contester certaines mesures. D'ailleurs, je viens d'apprendre que maintenant, il vient de suspendre pendant 90 jours, pendant 3 mois, certains droits et taxes. Ceci montre que ce n'était pas bien étudié à l'avance. Mais je me dis que c'est le moment, voilà, c'est ce que je disais, c'est le moment que la Chine, l'Afrique, les Européens puissent effectivement chercher leur autonomie, diversifier les chaînes d'approvisionnement, voilà, adapter et pour pouvoir effectivement, parce que la ligne de miel, la mondialisation, c'est fini apparemment avec ce rythme-là, même au niveau politique. Voilà, il ne peut pas dire que quand on dit l'Amérique Fest, l'Amérique Fest, c'est vrai, c'est comme si on dit le Chinois Fest, mais on est dans une dynamique internationale, mondiale. En fait, votre propos correspond tout à fait en fait à l'idée chinoise de construire une communauté de destin partagé pour toute l'humanité. Merci, Dr Diomède Anderes. Je rappelle, vous êtes expert en sciences économiques, leadership et management des organisations du Burundi. Merci pour votre décryptage. Merci, Ping. Merci pour l'interview. Merci, au revoir. Au revoir.